Je suis ravie de vous accueillir ce soir si nombreux. J'ai eu le privilège d'assister à Ernest dans l'organisation de l'exposition, de sa rétrospective qu'il a pensée et conçue. Et j'ai appris, vous imaginez, beaucoup de choses dans cette organisation. Dans l'organisation de la rétrospective, je disais que j'avais appris beaucoup de choses aux côtés d'Ernest qui a conçu et réalisé ce projet, en parallèle de l'intervention in situ à Saint-Pons et aussi en lien avec l'exposition de la bibliothèque. C'est un événement, comme vous le savez peut-être, qui a été ponctué d'événements qui resteront, je l'espère, dans les mémoires. Une rencontre avec Jean-Christophe Maillot, qui est directeur des ballets de Monte-Carlo et chorégraphe. Des rencontres avec des réalisateurs de films documentaires sur Ernest, le collectif Psychosel, et je ne citerai que. Également des événements à la BNVR avec des écrivains et amis d'Ernest. Excusez-moi. Pénac, Laurent Godet, pour ne citer que encore une fois. Et ce soir, c'est un immense privilège d'accueillir Régis Debray, grâce à l'association des Amis de la Liberté. Je remercie Daniel Amédro pour son organisation et sa gentillesse. Je pense que l'association des Amis de la Liberté tenait, de par leurs engagements, à faire dialoguer Ernest Pignon-Ernest et Régis Debray, qui se connaissent de longue date. Régis Debray a écrit de nombreux textes sur le travail d'Ernest. On verra comment il dialogue au fil des années. Pardon? Et c'est un immense privilège de vous accueillir si nombreux. Je cède la parole à Maître Gérard Baudou, adjoint au maire, délégué au musée et à l'art moderne et contemporain et conseiller métropolitain, qui nous soutient dans nos travaux chaque jour. Monsieur le Président Amédro, cette association des Amis de la Liberté, soyez très naturellement le bienvenu au MAMAC. Nous allons entendre, et je ne serai vraisemblablement pas long parce que ce n'est pas moi que vous souhaitez écouter, ce que Ernest Pignon-Ernest et Régis Debray vont nous dire. Je suis sûr que c'est un véritable régal auquel nous allons avoir droit. Ernest Pignon-Ernest, simplement quelques mots pour vous te remercier de cette rétrospective depuis le mois de juin jusque malheureusement au mois de janvier, le 8. Mais on te regrette déjà. Je fais partie de ceux qui avaient souhaité effectivement qu'Ernest Pignon-Ernest revienne à Nice et qu'il y revienne en pouvant occuper tous les espaces culturels de la ville de Nice qu'il souhaitait occuper. Parce que, tant pis pour ta modestie, tu es un géant de l'expression artistique, tu es aussi un Niçois, et il était bien naturel que la ville de Nice te rende un hommage, et tu as, de ton côté, rendu tellement de choses à la ville de Nice en organisant tout au long de ces expositions une série de colloques, de rencontres, qui ne peuvent que donner un prestige supplémentaire à cette ville que nous chérissons tous ici. L'accueil ce soir, Régis Debray, et cela grâce à vous, Monsieur le Président, c'est un véritable plaisir, c'est aussi un honneur. Je ne vais pas me hasarder à décrire la vie de Régis Debray, mais peut-être simplement une synthèse. Une vie. La synthèse n'est jamais une fin. Une vie, une œuvre, une pensée. Le philosophe, bien évidemment. L'ancien conseiller diplomatique, ou en tous les cas en charge des relations internationales. Et puis l'écrivain, qui a été membre du jury du concours pendant quelques années avant de choisir de reprendre la liberté. Et il était naturel que vous l'invitiez. J'en ai déjà trop dit, je souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Bien, bonsoir à tous et à toutes. Vous imaginez bien que les Amis de la Liberté sont
très heureux et très fier ce soir d'accueillir Régis Debray et Ernest Pignon-Ernest pour un entretien qui, je n'en doute pas, sera passionnant. Nous vous proposons cette réunion en partenariat avec le MAMAC, que je remercie d'avoir mis à notre disposition cet auditorium, avec les éditions Giletta qui ont édité, vous vous en souvenez sans doute, en juin dernier, l'histoire populaire de Nice, écrite par Philippe Jérôme et illustrée par Ernest Pignon-Ernest, et puis aussi avec la librairie Masséna, que chacun connaît et dont nous apprécions tous la contribution à la diffusion de l'édition. C'est bien de m'encourager à être synthétique. Je salue bien entendu la présence de Maître Gérard Baudou, qui vient de s'exprimer, maire adjoint. J'excuse l'absence de M. Eric Ciotti, député, président du conseil départemental. J'excuse l'absence de Madame Hélène Guénin, qui est directrice du MAMAC, retenue par des obligations intérieures. Et j'en profite pour remercier Rebecca François, avec qui nous avons organisé cette rencontre. Voilà, j'avais prévu un peu plus. Je vais arrêter là. Je vous indique qu'à la fin, il sera possible de faire dédicacer les ouvrages que vous avez apportés. Une table est prévue à cet effet à la sortie. Bonne soirée. Alors je pense que vous avez beaucoup de choses à nous raconter à tous les deux et j'essaierai simplement de m'immiscer un petit peu dans votre conversation, mais qu'un tout petit peu. Tout d'abord, j'aurais aimé peut-être que vous nous parliez de votre rencontre. De votre rencontre d'abord avec l'œuvre de l'autre, avec des combats communs que vous avez partagés sans vous connaître, j'imagine. Et puis après, la rencontre humaine. Bon, écoutez, je ne m'attendais pas à une atmosphère aussi chaleureuse et aussi multitudinaire. Mais ça ne m'étonne pas tout à fait. S'agissant de mon ami, non, de mon géant d'ami. Pourquoi? On va essayer de discuter tous les deux. Je voudrais dire un peu en quelques minutes avant pourquoi, au fond, je ne suis pas par hasard l'ami d'Ernest. D'abord, je vois que Ernest est un fédérateur. Et je ne vois pas d'autres artistes aujourd'hui capable de rassembler autant de monde, pas dans cette salle, il y en a beaucoup plus ailleurs, mais autant de monde dans l'univers, disons, intellectuel, artistique, littéraire. Si vous regardez ce livre qui est extraordinaire, Face au mur, et que vous voyez la liste des contributeurs, qui vont d'Henri Alec jusqu'à Paul Virilio, en passant par à peu près tous les secteurs de création. Je ne dis pas qu'il y a toute l'Académie française, il y a beaucoup mieux que l'Académie française. Mais c'est vraiment étonnant de voir que les images d'Ernest inspirent, car Ernest n'est pas seulement un fédérateur, c'est un inspirateur, donc j'imagine un inspiré. Ces images, elles font causer, elles font penser. Et à la limite, aujourd'hui, il est difficile d'être un intellectuel en France si on n'a pas écrit quelque chose sur Ernest. Alors moi, j'ai voulu me placer, j'ai écrit 2 petits articles, mais enfin, il y en a beaucoup d'autres, et bien meilleurs. On a l'impression qu'Ernest fait passer tout le monde sur le divan, c'est-à-dire qu'il donne à chacun l'occasion de parler de lui-même, à son propos, et on pourrait dire alors c'est une auberge espagnole où chacun vient avec son manger. Mais non,
en fait. Chacun se sent convoqué d'une certaine façon, comme devant un miroir à facettes, où il y en a, je dirais, pour beaucoup, et chacun à sa façon. Alors moi, je voulais dire quelle est ma façon d'admirer Ernest. Elle n'est pas seulement politique, ça va vous rassurer peut-être, mais nous ne sommes pas des ennemis de la liberté, hein, je tiens à vous le signaler, plutôt des amis. Et on a à peu près, c'est vrai, les mêmes bons sentiments, si je peux dire. La Palestine, la résistance, l'apartheid en Afrique du Sud, beaucoup de causes nous sont communes. Enfin, s'il n'y avait que des bonnes causes et que des bons sentiments, dans le travail d'Ernest, on n'irait pas beaucoup plus loin, et on dirait, bon ben voilà, c'est un affichiste du bien, il défend les gens bien et il attaque les méchants. Bon, ce serait évidemment un peu limité, mais enfin, c'est un art que de donner mauvaise conscience à un certain nombre de gens. Je crois même que tu avais donné mauvaise conscience à la ville de Nice à un moment donné. Mais... Oui, mais vous voyez que la ville de Nice a réparé. Et donc, félicitons-la. Maintenant, allons un peu plus loin. Quelle sorte d'affinité puis-je avoir pour Ernest? D'abord, je dirais qu'Ernest est un classique révolutionnaire. Alors évidemment, c'est un peu, comment dirais-je, un peu une contradiction, ces deux mots, comme un silence éloquent, si vous voulez. Mais c'est rare de pouvoir réconcilier, je dirais, Ingres et Jaurès, c'est-à-dire une extraordinaire qualité de trait qui se voit dans sa façon de dessiner, les mains, les draperies. Et là, il y a quelque chose qui ne peut que réjouir un réactionnaire de progrès comme moi, qui aime bien la culture classique et qui aime bien aussi Jaurès et tout ce qu'il peut représenter. Et puis enfin, c'est un dessinateur, et aujourd'hui, il y a assez peu de dessinateurs. Disons que c'est un homme qui ne triche pas, il ne bluffe pas. Il se donne du mal pour nous faire plaisir, parce que son art est difficile, et aujourd'hui, beaucoup d'artistes préfèrent la facilité, et on retrouve peut-être le plaisir d'un artisanat extraordinaire dans son travail. Maintenant, je vais vous dire, j'en viens, si vous voulez, à ce qui est pour moi l'essentiel. Je sais que tu es très lié au lieu, si j'ose dire, c'est-à-dire que tu travailles en situation, tu choisis tes endroits, tu veux faire parler les lieux, tu leur donnes la parole en quelque sorte, et donc ton travail s'inscrit dans l'espace. C'est dit par tout le monde, c'est expliqué par toi très bien, et d'ailleurs cette exposition, qui est une exposition pas seulement sur le résultat, mais sur le travail qui a produit ces résultats, c'est-à-dire c'est une véritable démarche que tu exposes progressivement dans cette admirable exposition, remarquablement scénographiée, et je crois par toi. Mais je vais te dire une chose, moi c'est pas ce qui m'intéresse. Pour moi, tu es un artiste du temps. Et ça j'allais dire, ça devient assez rare, un artiste du temps. D'abord parce que le grand art de l'époque, officiellement, c'est la photographie, hein, clic-clac. Bon. Donc, je ne dis pas que la photo n'est pas de l'art, mais enfin, le dessin, avec tout ce que ça implique de préparatifs, de repentir, d'efforts de travail préalable, ça prend du temps. Mais ça, c'est, si tu veux, le petit côté des choses. Il y a une sorte d'autre dimension du temps
qui est, je dirais, l'esprit du temps que ton travail reflète. C'est-à-dire une sorte de façon de prendre le pouls de la société, une sorte de façon de s'insérer dans une certaine actualité, et surtout, je dirais, de refléter le fond de l'air, c'est-à-dire une certaine détresse, la perte du lien social, la solitude, je pense aux cabines téléphoniques, c'est-à-dire ce monde, cette société de communication où au fond chacun est seul. Donc il me semble que ce que tu fais là résonne en nous parce qu'on se sent, comment dirais-je, on se sent impliqué. Mais alors, il y a autre chose que, je dirais, de la sociologie. Il y a autre chose que de la sociologie. Il y a de l'histoire. Et je trouve que ton travail, pour moi, je dis ton œuvre, un travail, c'est ce que vous dites là pour vous faire prendre pour des prolétaires que vous n'êtes pas. C'est le mot qu'utilisent les artistes. Mon travail, bon, alors ça fait usine Renault, ça fait très bien. Enfin, non, c'est une œuvre. Et alors, qu'est-ce que tu fais, me semble-t-il, de façon récurrente, insistante, tenace? Tu ramènes les disparus à la surface. C'est-à-dire que tu rends mémorable des gens oubliés. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare, parce qu'au fond, c'est quelque chose d'assez rare, parce que la peinture, les arts plastiques, c'est l'art de l'espace. Aujourd'hui, on travaille beaucoup l'espace et on travaille assez peu le temps. Or, toi, je dis, tu fais autre chose que de réparer les trous de l'histoire officielle, parce que c'est vrai que tu t'occupes, je dirais, des gens qui ne sont pas dans l'histoire officielle. Que ce soit les communards, que ce soit les Noirs des townships en Afrique du Sud, que ce soit ce que furent les résistants ou ce que sont les Palestiniens derrière leurs murs. Et en quelque sorte, je pense à un article d'Edmond Charleroux dans ce livre, elle dit « L'histoire ne s'efface pas ». Oui, elle ne s'efface pas avec des gens comme toi, mais l'histoire s'efface. C'est une donnée, je dirais que les couches de temps se superposent et se recouvrent l'une l'autre. Nous ne vivons pas dans la mémoire. Surtout, nous ne vivons pas dans la mémoire de ce qui gêne, de ce qui dérange, de ce qui fâche. Et toi, je dirais que tu vas extirper du sous-sol comme des fantômes, des revenants, des gens qui reviennent de loin, des gens qui, oui, qui sortent des caves ou des bouffes de métro, je pense aux morts de Charonne, par exemple. Et puis tu as une façon, je dirais, de révéler les couches de temps. Je pense à Naples, par exemple. À Naples, où tu as, sur 3 mètres carrés, tu restitues toutes les couches de temps, depuis le culte de Mitra, les cultes romains, le culte chrétien, et tu déplies comme un accordéon toutes ces couches de temps. Et ça, je trouve ça vraiment assez singulier, que ça se fasse par des moyens graphiques, si tu veux, que ça se fasse par des moyens graphiques, avec toujours le choix de lieux, bien sûr, mais ces lieux, je dirais, tu leur donnes du relief, tu leur donnes une profondeur de temps. Mettre de la profondeur de temps dans l'espace, ça, je crois que c'est ce que tu fais beaucoup mieux que d'autres. En sorte que tu fais venir un peu le subliminal. Le subliminal, tu les fais sortir du pavé, tu les fais sortir des murs, et même tu les fais sortir d'en bas, généralement. C'est sinon dans les caniveaux, en tout cas au-dessus du trottoir directement. Et alors, je dirais que
moi, ce qui m'émeut dans ton travail, moi, je vais te dire, j'ai pas beaucoup de mémoire, donc j'ai besoin qu'on me rafraîchisse la mémoire, mais je considère que, au fond, l'humanité, enfin, l'homme est un animal bizarre pour qui les absences sont présents. Et toi, tu donnes à l'absence un effet de présence. C'est une définition du religieux, d'ailleurs. Hein. Donner à ce qui n'est pas là le poids, le vibrato, le sentiment que c'est là. Dans une hostie, le corps du Christ, mort il y a 2000 ans. Et donc, cet effet de présence de ce qui n'est plus là, ça me semble toucher quelque chose de très profond de la condition humaine. Et tout cela, alors, ce qui est assez étonnant, et je dirais que c'est peut-être ton ironie suprême, tout ça sur du papier journal. C'est-à-dire que, après avoir récolté un passé révolu, on dirait que tu devrais, ce que font les peintres ordinairement, le fixer pour toujours. Un acquis pour l'éternité, comme on dit de l'œuvre d'art. Ktema es un acquis pour toujours. Et ça, tu le mets, je dirais, sur un bout de papier. Tu me disais que ce sont généralement des chutes de journal, des chutes du monde. Autrement dit, tu retrouves le temps pour l'abandonner au temps. Il y a du temps retrouvé que tu confies au travail de destruction du temps, à l'érosion du temps. C'est-à-dire que tu prends ce qu'il y a de plus éphémère, qui est évidemment le papier journal, à la fois comme matériau et comme symbole. Hein, puisque le journalisme, je ne sais pas si j'ai utilisé ça, c'est tout ce qui nous intéressera moins demain qu'aujourd'hui. Et donc, comme si, au fond, tu ne te faisais pas d'illusion que tout ça s'en ira, oui, mais qu'il y aura d'autres Ernest Pignon qui viendront après toi nous faire sortir du trou à notre tour, nous sortir du caniveau, nous faire remonter du sous-sol. En fait, et ça, c'est peut-être au fond, peut-être toute l'histoire de l'humanité, hein, c'est la mémoire comme un rocher de Sisyphe, toujours à remonter, de génération en génération. Et c'est ce que tu fais, je dirais, pour les 2000 ans passés. Il y aura peut-être un Ernest Pignon dans 2000 ans qui viendra nous sortir du caniveau. J'espère qu'il le fera avec autant de talent et, je dirais, de finesse de trait et de culture et de subtilité que toi. Enfin, voilà. Donc moi, tu me redonnes le sens du temps, tu me redonnes le sens de l'histoire à travers tout ce que tu nous laisses et tout ce que tu laisses à tout le monde, sur les murs des musées, sur les murs également des appartements et même sur la façade du Panthéon, ce qui était vraiment, je dirais, une consécration, peut-être pas artistique, mais civique en tout cas. Bref, il faut que tu fasses attention parce que tu vas devenir un artiste officiel si ça continue. Tu vas devenir l'artiste de la République, l'artiste de la 5e République, c'est pas mal. Hein, mais enfin, il faut que tu gardes un peu ton côté dérangeant, subversif, et cette sorte de rappel à ce que nous pouvons avoir de révolté en chacun de nous. Merci Ernest. Je souhaitais en route saisir quelques trucs, mais c'est passé, quoi. J'espère que je vais les retrouver. Non, pas vraiment. Déjà sur le dessin, c'est très gentil ce que tu dis de mon dessin, et en fait, je m'ingénie à annuler tout ça.
C'est-à-dire que je sais que tu m'as appris tout à l'heure que tu es un spécialiste du sensuaire. Hein, je ne me risque pas. Et c'est un nom, tu veux le dire? Non, le sensuaire, le suaire en grec c'est syndon, et cette petite discipline s'appelle la syndonologie. Je n'ai pas pris le risque. Et, voilà. Je fais souvent référence au sensuaire ou à Véronique. Parce que dans ma quête de dessin, il y a une espèce de volonté, en quelque sorte, d'éliminer le problème du dessin. Du coup, ça me gêne un peu que Régis en parle comme il en parle. J'aurais souhaité que mes dessins apparaissent, là aussi je trouve plus le vocable, comme c'est le cas pour le Suaire ou pour la Véronique, c'est-à-dire des dessins faits non pas de main d'homme. Comment tu sais le mot toi aussi? Ne fais pas de moi un pédant. Akeiropoyette. Voilà, j'ai pas pris le risque non plus. Je sais que ce mot existe, mais bon. Voilà. Il y a une quête de cet ordre dans mon travail pour éliminer le problème du dessin, de manière à ce que mes images, qui sont toujours grandeur nature, puissent apparaître comme des empreintes presque, en quelque sorte. Et là, tu as touché à ce problème, de manière à ce que, vous savez, dans les empreintes, c'est comme des pas dans le sable. Il y a l'idée qu'il y a une présence et qu'il y a une absence en même temps. Et mes images visent à ce type de fonction dans les lieux. Je veux dire, quand je mets Mahmoud Darwish, je colle de Ramallah à Gaza, je dis la légitimité de sa présence en Palestine, puisqu'on en a chassé. Et vous voyez, je veux dire, j'essaie de faire en sorte que mes images aient cette dimension dialectique, qu'elles disent à la fois la présence et l'absence. Et le travail de dessin que je fais, qui est très chargé, qui est important, au fond, il a comme perspective d'être un peu d'être éliminé en quelque sorte. Tu vois ce que je veux dire? Qu'il soit là comme qu'il paraisse comme une empreinte. Oui, mais je crois que tu as raison. Je dirais que tu ne travailles pas sur les corps, mais avec les corps, en un sens. C'est-à-dire que tu fais venir en quelque sorte à l'échelle 1, hein, comme tu dis bien, c'est-à-dire la taille d'un homme, comme le double, enfin l'empreinte, le spectre, hein, donc l'aspect fantomatique. Mais tout de même, tu ne cherches pas non plus à faire semblant, tu ne fais pas, je dirais, un effet spécial comme au cinéma. C'est très noble à toi, tu ne veux pas montrer ta patte d'artiste, mais on voit bien que c'est une œuvre d'art, ce n'est pas, quoi que tu en dises et qui t'honore, ce n'est pas une illusion réaliste que tu cherches, hein, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est une œuvre. Mais je le dis assez souvent, il y a dans mes images, je me bagarre tout le long avec une espèce de contradiction permanente. Il faut que mes images affirment une présence, donc une espèce de face-à-face, c'est grandeur nature. Que ça ne reste pas à la surface comme une affiche, vous voyez, que ça ne reste pas à la surface, que ça s'inscrive dans les lieux, que ça dise une présence, mais en même temps, je ne sais pas de faire du trompe-l'œil, j'affirme la fiction, j'affirme que c'est une image. Vous voyez, je veux dire, donc dans mon travail, il y a creuser l'effet de réel et en même temps affirmer, au théâtre on dirait la distance. Vous voyez, je veux dire, l'effet de réel, c'est le fait que c'est grandeur nature, qu'on rencontre ça avec une forme de la rencontre et une espèce de sensualité. Je vais revenir là-dessus. Et en même temps, je laisse en général le papier blanc qui affirme que c'est une image, et le noir et blanc qui affirme la fiction du dessin, hein, en quelque sorte. Par contre, c'est vrai, c'est ce que je fais, plein de contradictions, bien entendu. C'est bien que c'est ça qui fait avancer les choses. En même temps, je tiens beaucoup au dessin. Par les temps qui courent, je dis même que choisir le dessin, c'est un choix éthique. Je veux dire,
envahis que nous sommes par des images qui n'ont aucune consistance, qui n'existent pas. Affirmer le dessin, c'est affirmer une forme d'humanité. C'est-à-dire, tous les deux, nous sommes deux privilégiés. Nous avons visité la grotte Chauvet. 36 000 ans. 36 000 ans. Et les gens de la grotte Chauvet nous font signe, affirment. Le dessin, c'est la pensée et la main. C'est le signe de l'humanité. Et le dessin, par les temps qui courent, ça affirme la nécessité de la pensée. Prendre un temps biologique, un temps de la pensée qui va contre ce qu'on est en train de nous imposer. Voilà. Et le dessin a ça aussi, c'est le dessin ne montre pas seulement, et ça se sent, toute l'exposition au fond est bâtie là-dessus, un dessin ne montre pas seulement la forme, ne montre pas seulement ce qu'il représente. Le dessin porte c'est pas un jeu de mots, le dessin porte le projet. Dans le dessin, il y a la réflexion qui est à l'origine du dessin. Vous voyez, c'est une chose, c'est comme s'il était toujours en suspens, comme s'il était toujours en recherche. C'est une chose qui n'est jamais finie. Voilà, je trouve. Enfin, moi, je l'utilise de cette façon-là. Oui, non, mais c'est vrai que le côté inachevé, hein, tu laisses toujours une main pas complètement finie, un membre esquissé, pour bien montrer que tu ne cherches pas à faire illusion, que c'est une œuvre qui n'est pas finie au sens léché ou académique du mot, et même que le travail de mémoire doit continuer. Je dirais en quelque sorte que le mur exsude le mort, mais le mort n'est pas tout à fait mort. C'est à nous de le prolonger en quelque sorte. Quand je dis le mort, c'est le personnage que tu évoques, que ce soit Maurice Audin, que ce soit... Alors aussi, il faut parler de quelque chose qui explique peut-être pourquoi ton travail résonne tellement chez les gens de lettres, enfin chez les écrivains. C'est que tu pars tout de même, tu as une référence constante, ce que l'art américain n'a pas, ce que le street art n'a pas. Et tu me diras d'où vient cette expression de street art. Parce qu'on dit souvent Ernest, c'est la vedette du street art. Moi je dis ah bon, mais vous ne pourriez pas parler français d'abord. Et puis je ne crois pas qu'il y a affaire. Mais enfin, en tout cas, c'est vrai que tu es très français, en ce sens que chez nous, la tradition plastique est liée avec la tradition littéraire. Il y a un humus, qui est un humus à la fois mythologique et romanesque et poétique. Et là, tu as très bien, dans l'expo, très bien montré la galerie de poètes qui t'inspirent et que tu fais respirer parmi nous, comme ça, comme des revenants. Il y en a que j'ai connus, comme Pablo Neruda. Il y en a que je n'ai pas connus, comme Pasolini, évidemment pour des raisons d'âge, Artaud. Et nous n'avons pas rencontré Rimbaud. Bon, il faut s'y faire. Mais en tout cas, tu fais vivre ces présences littéraires. Et ça, je pense, c'est pourquoi sans doute tu as là dans ta galerie de fans, si j'ose dire, enfin en français d'admirateurs, tu as tellement de poètes, de romanciers, d'essayistes, parce qu'on se sent en confiance avec toi. On a l'impression que tu prolonges la course de relais, quoi, avec d'autres moyens que la plume de l'écrivain, avec la plume du dessinateur, et que nous partageons au fond, la même mémoire, et une mémoire que tu rends, comme tu le dis si bien, que tu rends présente. Écoute, je prends le mot partagé, c'est-à-dire que moi, ce que je propose, là, je vais garder le mot œuvre, hein, je ne vais plus dire travail. Tu as raison, c'est vrai que c'est une solution de facilité, on dit tous mon travail. Mais mon œuvre, mes œuvres, surtout, pour
ce soit clair, ce ne sont pas mes dessins. C'est ça, le malentendu, souvent, c'est ça. On a privilégié le dessin. En fait, si on veut parler d'œuvre pour ce que je fais, l'œuvre, c'est ce que provoque le dessin. C'est ce que provoque le dessin. C'est-à-dire que mon travail, ça peut se résumer comme ça. C'est une intervention plastique dans le réel. Et l'œuvre, ce sont toutes les résonances sociologiques, dramatiques, poétiques, ontologiques que provoque la présence d'une image humaine. Au fond, je viens réinscrire l'histoire humaine dans des lieux. Mon travail, c'est un peu ça, en quelque sorte. Voilà. Et l'œuvre, c'est pas le dessin n'est qu'un outil, qu'un médium dans la proposition. Et ce que je fais, ma palette, et c'est pour ça que je crois c'est souvent assez bien reçu. Quand j'ai bien bossé sur les villes, c'est le cas notamment à Naples, c'est que ma palette, mes matériaux, c'est ce que nous partageons. C'est-à-dire que quand on partage la ville, on partage du temps, on partage de l'histoire, on partage de l'espace, on partage du symbolique. Et c'est tout ça qui fait mon œuvre. Mon œuvre est constituée de tout ça. Et l'inscription de mes images là-dedans vient densifier toute cette réalité, cette complexité. Voilà. Mon travail, c'est un peu ça. C'est-à-dire que je sais que je vais travailler sur un lieu, j'essaie d'appréhender ce lieu dans toute sa complexité. J'y vais à toutes les heures de la journée, je regarde comment le soleil fonctionne dessus, la texture du mur, la couleur, la façon dont on va approcher le mur, si on le découvre au coin d'une rue ou si on marche vers lui comme un zoom. Vous voyez, je veux dire, j'en fais une approche de peintre, de sculpteur du lieu. Je sais de choper tout ce qui se voit. Et simultanément, c'est ce que tu disais tout à l'heure, j'essaie de saisir tout ce qui ne se voit pas dans le lieu. La mémoire enfouie du lieu. Tout son potentiel symbolique. Et l'image, j'élabore mon image en tenant compte de tout ça à la fois. C'est-à-dire des problèmes plastiques que pose le lieu. C'est pour ça que le dessin là est très très utile, parce qu'il y a des problèmes d'anamorphose, de distorsion, de prise en compte de l'espace réel. Comment inscrire une image en 2 dimensions dans l'espace réel? Donc là, il y a des problèmes très spécifiques que je peux résoudre. Parce quelquefois, on me dit, pourquoi tu ne mets pas des photos? Avec des photos, ça ne marche pas. Il n'y a qu'avec le dessin que je peux résoudre les problèmes plastiques que pose cette inscription de l'image dans l'espace réel. Et puis, les problèmes plus complexes de ce qui est figuré et de ce que doit suggérer, de ce que doit dire, de ce que doit suggérer l'image. Oui, c'est vrai, ce que tu dis. Ton œuvre, au fond, c'est une opération, à chaque fois. Une opération conjointe de toi et de celui qui regarde ou de celui qui se heurte à ton image. Donc c'est un travail, c'est vrai, ton œuvre, c'est pas ton travail, c'est le travail de celui qui doit le regarder, le comprendre, etc. Mais je vais te faire une critique. Je note chez toi un agacement quand on dit que tu dessines bien. Alors il faut comprendre, parce que personne n'est parfait, toi non plus, on est toujours très poreux, on est toujours très sensible à ce qui se dit, à sa réputation. Alors, les gens qui n'aiment pas trop Ernest disent « Ah, mais vous savez, c'est un peintre académique. » Alors, il ne veut pas être traité de peintre académique, pour les mêmes raisons d'ailleurs qu'un écrivain n'aime pas qu'on dise de lui « Ah, mais il écrit très bien, c'est très brillant, donc ça veut dire je m'en fous. C'est comme ça. » Mais alors que l'écrivain voudrait, je dirais, qu'on s'attache au fond de ce qu'il dit et pas simplement aux assonances, au rythme et aux allitérations. Et toi, je pense que tu as tellement intégré, à tort, l'accusation d'être un excellent dessinateur dans un moment où c'est la perte du métier qui donne le là, dans un moment où il faut faire
bad painting, la mauvaise peinture pour être pris au sérieux. Donc, tu intègres ça en disant non, non, ne croyez pas, je ne suis pas dessinateur, moi je fais un truc comme ça, mais c'est pas. Voilà, n'importe qui. Non, non, c'est pas vrai. Je crois qu'il faut. Moi je proteste. Tu es un excellent dessinateur. C'est pas pour rien qu'on évoque à ton propos des gens comme Ingres. Tu as fait d'ailleurs à Montauban une très belle exposition. Bah oui, Ingres, c'est pas de sa faute, était un excellent dessinateur. Ernest Pignon aussi, il n'y a pas à avoir honte, il n'y a pas de mal à ça. C'est pas une preuve, c'est pas un défaut, c'est pas une preuve de conformisme. Tu as intégré ce discours complètement idiot en t'en défendant. Alors c'est très bien, tu es modeste et tout, mais non, moi je dis que tu as un extraordinaire talent de rendu, de finesse, de relief, de valeur, et que tout ça, c'est pas parce que ça ne s'enseigne plus à l'école des beaux-arts. On préfère souvent faire des cours de marketing que des cours de dessin. C'est pas parce qu'il y a cette atmosphère-là que tu dois te cacher derrière ton petit doigt. Je prends la critique comme un compliment, hein. C'est gentil. Ouais. C'est vrai. C'est indispensable. Vous savez, si on met un dessin sur le mur blanc de musée avec une Marie-Louise autour, un cadre et tout ça, dès qu'on est un peu malin, qu'on a un peu fait, on fait 2 faux traits de construction, quelques coulures, quelque chose, et le dessin tient le coup, avec un peu d'expérience. Quand on met un dessin dans une rue de Naples, mettons, dans ce bordel visuel, vous voyez, les draps aux fenêtres, les cariatides, les moulures, les Vespa, et tout ça, pour que les images existent, pour qu'elles aient une présence, il faut qu'elles soient très, très, très étayées, travaillées. Sinon, elles ne tiennent pas le coup. Je peux vous montrer dans tout ce que je fais, il y en a quelques-unes que j'ai fait trop vite, et elles ne supportent pas, parce que c'est très exigeant. Vous savez, 99% des dessins sont pensés pour être découverts frontalement. Vous voyez, c'est une construction. Quand on les fout dans une rue, et notamment les rues de Naples, parce que c'est là que j'ai eu le plus de plaisir à travailler, et puis parce que c'est les plus proches de Nice, on chope le dessin dans une rue étroite, aussi bien par la droite que par la gauche. C'est une appréhension complètement totale. Ça nécessite de travailler l'espace dans lequel on inscrit le corps, pas, sans faire des anamorphoses, mais des choses de cet ordre, de distorsion. Vous voyez, il y a un gros... l'inscription dans la rue et nécessite un gros travail de dessin, sinon ça ne tient pas le coup. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Ça tient pas le coup parce qu'il y a des exigences très spécifiques. Et notamment, par exemple, pour répondre quand on me dit c'est un dessin académique et tout ça, je veux dire, on dit toujours mal entendu, on ne dit pas mal regardé, c'est dommage. Les gens qui ne savent pas regarder, je veux dire que l'espace de mes dessins n'a rien à voir avec l'espace de la peinture académique, c'est vraiment un manque de culture, mais ça, on m'a asséné ça plein de fois. Et sinon, je voulais dire tout à l'heure, je ne vais pas terminer, je veux dire, donc je disais que mon dessin, mon image est le fruit de cette approche à la fois de tout ce qui se voit et de tout ce qui ne se voit pas dans un lieu. Et quand je viens l'inscrire dans le lieu, elle a un rôle, elle fait du lieu un espace plastique, elle travaille le lieu plastiquement, ce que font beaucoup d'artistes, notamment Buren, au fond, ces rayures font du lieu un espace plastique. Je me sens proche des questions qu'il pose quand il fait ça. Mais en même temps, j'essaie de travailler le lieu, pas seulement plastiquement, j'essaie de travailler le lieu au niveau du sens, au niveau de sa symbolique, au niveau de ce qu'il provoque dans la mémoire. J'essaie de faire en sorte que la sensation présente soit toujours inséparable de l'ancien contexte du lieu, si vous voulez. Vous voyez, d'inscrire dans le temps, affirmer la mémoire. Il y a cette dimension
cette dimension, je voudrais, tout à l'heure, je disais, j'essaie d'obtenir une espèce de présence physique, charnelle, parce que ça dépasse. Je me suis rendu compte de ça beaucoup en travaillant sur Pasolini. Pasolini affirme le caractère charnel dans son cinéma, dans sa poésie, dans ses romans, et le caractère charnel des lieux et des gens. Et c'est paradoxalement, au début je croyais que c'était une contradiction. En fait, c'est dans cette logique-là, c'est cette dimension charnelle et sensuelle qui révèle et qui affirme la dimension sacrée de l'individu qu'il y a, vous voyez, et c'est cette dimension que j'essaie de travailler. Je veux dire que dans un de tes derniers livres, j'allais dire le dernier, mais tu as dû en publier 2 autres depuis, tu cites, j'y ai fait attention entre autres parce qu'il a des références à Nice, tu cites une phrase de Romain Gary que je ne connaissais pas, qui est extraordinaire. Il dit, tu te rappelles ça? Il dit, l'homme sans les mythologies de l'homme, c'est de la barbaque. Vous voyez, c'était affirmer cette dimension-là. Ouais. Et dans ton livre, tu parles d'espèce de comment on peut, d'oubli du mythologique, quoi. Non, mais alors, faut pas me parler de Gary parce que ça me donne envie de pleurer. Pourquoi? Parce que je n'ai pas compris que Gary était un génie, je n'ai pas compris que Gary était un homme extraordinaire de son vivant. Gary, c'est compliqué, c'est 2 en 1, si j'ose dire, à la fois Aja et Gary. Et on ne connaissait que le romancier réaliste ou un peu la vedette de Paris Match. Donc personnellement, j'ai souvent croisé Gary et je me reproche de n'avoir pas compris que c'était un bonhomme immense. Cela dit, je ne suis pas d'accord avec toi. On est d'accord sur Gary. Ouais, l'homme sans mythologie de l'homme, c'est de la barbaque. C'est-à-dire que c'est, disons, la réduction à l'homo economicus, l'homme économique, qui nous est aujourd'hui présenté, qui est à peu près de la barbaque. Bon. Mais cela étant dit, tu fais référence à Buren. Alors c'est vrai que Buren, il a comme toi le don de rendre visibles certains lieux qu'on ne voyait plus. Bon. Mais Buren, c'est du décoratif finalement. C'est je dirais, un complément à une architecture. C'est optique, c'est rythmique, il y a une certaine harmonie, mais c'est totalement creux. C'est-à-dire que ce que tu fais ne peut pas se comparer. Parce que dans ce que tu fais, j'allais dire, il y a de l'âme, et il y a de l'âme parce qu'il y a de la chair. Il y a du charnel dans ces corps. Et ce que tu fais, ça déstabilise, ça émeut tout simplement. Moi, excuse-moi, Buren, ça m'émeut pas. Bon. C'est peut-être un tort, mais je ne me sens pas impliqué, je ne me sens pas encore moins bouleversé. Non, c'est un travail, très bon travail, d'un bon décorateur. Mais c'est en extérieur. C'est en extérieur. Toi, tu es en intérieur. C'est différent. Je ne dis pas que c'est... C'est vrai que Buren est un type très intelligent, qu'on aime bien, etc., provoquant, dialectique. Bon, il a toutes les qualités du monde. Mais toi, tu travailles en intérieur, lui travaille en extérieur. C'est différent, me semble-t-il. Donc, il faut que tu aies un peu plus d'estime de toi, mon cher. Bon. Non, je sais que Buren pose des problèmes plastiques comme ça qui sont intéressants. Vous voyez, moi je suis à l'affût. C'est vrai que ça ne me bouleverse pas, mais je suis à l'écoute quand même. Je suis à l'écoute. Nous avons eu la chance dans la région d'avoir des gens comme Viala, il y a Noël Dola qui est là et tout. Ils ont posé des problèmes plastiques qui sont intéressants. Moi je suis... C'est ça.
Ouais. Moi, mon travail est à 100 lieues, mais il pose des questions qui ont fait avancer nos problématiques, quoi, qui sont intéressantes. Voilà. Je sais que j'ai vu Noël tout à l'heure. Voilà. Les gens de Support Surface, quoi. Il y a eu Viala longtemps ici. Ça, c'est intéressant. Je voulais te répondre sur street art tout à l'heure. J'ai laissé passer. Ah oui, alors, oui. Non. Non, je vais vous dire pourquoi ça m'intéresse. Parce qu'aujourd'hui, pour être pris au sérieux par la critique, etc., il faut avoir le label Made in United States. Si vous n'avez pas ce label, bon. Et je trouve extraordinaire que pour labelliser Ernest Pignon, on est forcé d'aller parler de street art que tu avais fait, je pense, tu avais inauguré bien avant et dans un tout autre esprit. Il y a là une usurpation, une spoliation, une aliénation contre laquelle je proteste, contre laquelle la ville de Nice doit se manifester. Non, je suis complètement d'accord sur le terme aliénation. C'est une mentalité de coloniser, quoi. Je veux dire, l'exposition montre que j'ai ce type de démarche depuis 50 ans. Et ils ont trouvé ce vocable il y a 4-5 ans, street art, quoi. Je veux dire que c'est... Moi, jamais je me mets ce truc. Alors, on m'associe à ça, plus ou moins. Mais ça arrive même, cette dimension dévoyée, alignée, un peu servile, arrive à ça, c'est qu'il y a certains des livres sur le street art qui font démarrer le mouvement aux États-Unis. Vous voyez, je veux dire que... Alors Kifarim ou Basquiat ont fait des trucs dans le métro dans les années 80, c'est-à-dire 20-30 ans après. Parce que des gens sont intervenus dans l'espace réel, ici, même Burel, même Noël Dola sur la plage, là où Aquaraz, les gens de Support Surface, ont fait des interventions in situ comme ça, 30 ans avant les Américains. Vraiment. Et on a tout le temps cette mentalité de coloniser, insupportable comme ça. Sinon que par rapport au street art, je crois que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent le montre assez. Je n'expose pas de l'art dans la rue. Vous voyez, je comprends que des gens le fassent. Il y a des gens qui ont une vraie création, qui ont trouvé une vraie écriture avec le spray, avec la bombe et tout. Il y a des types qui ont un vocabulaire graphique qui est intéressant, tout ça. Mais moi, mon travail mon œuvre ne peut pas se résumer à je mets de l'art dans la rue. J'essaie plutôt de faire de la rue elle-même l'œuvre. Vous voyez, en quelque sorte. Au moment où on disait que je faisais des œuvres en situation, je disais non, je fais œuvre de la situation. Vous voyez, c'est-à-dire que je prends le temps, l'événement et tout, qui font partie le contexte et l'œuvre elle-même, quoi. Voilà, j'ai rien à voir avec ces travaux qui sont de l'ordre de la décoration de la rue. Certains sont très bien, hein, j'ai pas du tout une critique, mais je me sens rien de commun avec, voilà. Alors tu as protesté. Moi, chaque fois qu'on m'interviewe, je dis ça. Je veux dire que chaque fois que je participe à un colloque, en plus quand l'année dernière j'étais invité à un colloque sur le street art, il y a 2 ans, il me présente comme le pionnier, qu'on disait le premier et tout ça. Je lui dis, écoutez, la semaine dernière j'étais justement à la Grotte Chauvet. Il faut être sérieux, quoi. Vraiment. Voilà. Bon, moi, j'ai plein de choses à dire encore, mais je ne sais pas sur lesquelles mettre l'accent. Est-ce qu'on demande s'il y a des questions? Tu veux voir, Rebecca? Peut-être que notre ami a des questions. Ah oui, Rebecca, excuse-nous, on ne s'est pas tourné vers toi. Pardon. Ah oui, elle nous avait posé une question, il apparaît. Moi, je sais que la première fois que j'ai vu Régis Debray, je veux dire que je n'ai pas préparé ça. Vous savez ce qu'il représente pour les gens de notre génération, c'est un repère tout le long.
vraiment, excuse, je sais pas, c'est un repère, c'est le penseur de notre génération, voilà, c'est la référence. Bon, pour moi, c'est le cas. Non, tu vas perdurer, mais pour nous, t'es un repère. C'est Cuba, c'est Guevara, c'est Allende, voilà. Et un jour, j'ai eu une invitation absolument improbable. On m'appelle, l'ambassade de Cuba m'appelle. Il me demande si je peux. J'ai même pas compris s'il me demandait d'aller à l'ambassade de Cuba ou à Cuba. Donc j'ai retéléphoné, j'ai rappelé, parce que le type parlait pas bien français, je parle pas espagnol malheureusement. Et je rappelle, il me dit non, vous partez tout à l'heure à Cuba. Il était mort à Alero Carpentier, l'immense écrivain qui était ambassadeur de Cuba. Attaché culturel. Bon, voilà. Bon, moi, voilà. Et donc, on m'invitait à être dans l'avion qui amenait son corps à La Havane. Et donc, il y avait Régis Debray là. Voilà. Donc, c'est la première fois que je t'ai rencontré. Oui, mais effectivement, ça vaut la peine qu'on y revienne. D'abord, Alero Carpentier est un immense écrivain, très sous-estimé. C'est lui d'ailleurs qui a lancé le mot réalisme merveilleux. Le réalisme maravilloso que Garcia Marquez et d'autres ont ensuite illustré. C'est lui qui a inventé cette expression. Il était... on est là en 1971, hein, je crois, ou 72. Hein? Ah non, on est dans les années 70. En tout cas, dans les années 70. Et... Sa mort? Oui. Non, c'est après. Ah non, c'est avant 80, je peux te le dire. Quoi qu'il en soit, moi je me souviens très bien de la scène. Nous étions au cimetière, Fidel Castro est arrivé. Oui, on a eu une longue conversation avec Fidel à ce moment-là. Pour moi, c'est 1972, 1971. Et c'est là, effectivement, où nous sommes connus. Il y a même une photo où Ernest monte la garde. C'est 80. Bon, ben voilà. Vous voyez pourquoi j'ai besoin de la mémoire d'Ernest, parce que moi, je n'en ai aucune. Ou plutôt, j'ai la mémoire visuelle des scènes, mais j'ai aucune mémoire chronologique. Et je me souviens très bien, effectivement. Alors oui, il y a une photo de toi où tu montes la garde dans le palais de la Révolution, autour du cercueil, selon les rituels socialistes de l'époque, n'est-ce pas? Et c'est là, oui, où nous sommes connus. Je veux le raconter parce que ça permet de dire deux mots sur quelque chose qui, dans l'exposition, n'est pas clair du tout. Moi, j'étais stupéfait d'être invité là, parce qu'il y avait des personnalités comme Régis Debray, comme René Depestre, de grands écrivains, tout ça. Moi, je n'avais fait qu'une expo, je vais vous dire pourquoi. Donc, quand on descend de l'avion, Madame Carpentier demande qui est Ernest Pignon, on me présente. Elle dit, j'avais eu ma première exposition quelques mois avant, c'est pour ça que je savais la date, au Musée d'Art Moderne de Paris. J'avais eu une grande exposition au Musée d'Art Moderne de Paris en 1979. Et Madame Carpentier me dit, mon mari a tellement aimé votre exposition, nous sommes allés plusieurs fois, je tenais à ce que vous soyez à son enterrement. Voilà, donc j'étais stupéfait parce que j'avais lu Le siècle des Lumières, Le partage des eaux. Oui, un musicologue. Oui, c'est ça. Ouais. Et le concert baroque. Et dans l'exposition, il y a quelques photos qui ne correspondent pas bien. Et donc quand je suis rentré de la Havane, d'ailleurs j'ai eu une histoire extraordinaire en même temps. Toi, tu as dû partir, moi je suis resté 4-5 jours de plus. Et un matin, je descends déjeuner avec Claude Couffon, vous savez, qui est le traducteur de Pablo Neruda, entre autres. Et donc je m'étais baladé dans la Havane avec le poète Nicolas Guillen, notamment. Et un matin, je descends, je me mets à table avec Claude Couffon, et il y avait un autre type qui parlait. Je me mets dans la conversation, et puis au bout d'un moment, je comprends que c'est Marquez. Comme c'était Victor Hugo, quoi, voyez. Et je ne m'étais pas rendu compte, comme il parlait français, toi tu le connaissais, il parlait français, je m'étais glissé dans la conversation, comme ça, quoi. Et puis d'un coup, voilà, j'ai un souvenir de ça vraiment extraordinaire. Quand même, bon, vous voyez qu'il
que ça représentait un sentiment de solitude, c'était vraiment... Voilà. Et la semaine d'après, en rentrant, je rencontre Bernard Lubat, vous savez, c'est un mec de jazz génial, inventif et tout, qui fait le festival à Uzès. Il me dit, tu veux pas faire quelque chose chez nous? Je lui dis, on fait un hommage à Carpentier, on fait le concert baroque. Et donc j'ai fait ce parcours, il y a quelques photos dans l'exposition, qui est inspiré du concert baroque, avec plein d'anachronismes. Et j'ai travaillé avec Michel Portal, Louis Clavis, tout ça, sur ce parcours, voilà, qui est dans l'exposition. En fait, Carpentier était un grand musicologue, un spécialiste de Vivaldi, de la musique baroque, effectivement. Mais puisqu'on est dans les confidences, c'est son grand livre qui s'appelle Le siècle des Lumières, El siglo de las luces, qui m'a amené en Amérique latine, puisque ce livre est un roman historique, mais beaucoup plus qu'historique, qui retrace un peu, à travers le personnage de Victor Hugues, envoyé de la Révolution française pour libérer les esclaves en Guadeloupe et Martinique, et qui va se retourner en devenant un préfet de Napoléon qui va rétablir l'esclavage. C'est un roman magnifique, c'est un roman qui a toutes les odeurs, tous les rythmes, toutes les séductions de l'Amérique des Antilles, en tout cas. C'est un roman qui a joué un rôle extrêmement important, qui est très bien traduit, mais qui, malheureusement, Carpentier, qui est un peu le père du roman latino-américain, et que Garcia Marquez, Gabo, comme on disait, reconnaissait comme tel, n'a pas en France la réputation qu'il mérite. Il était un grand ami de Robert Desnos, puisqu'il avait fait partie du groupe surréaliste. Il m'a beaucoup parlé de Robert Desnos. Il était en fait un franco-cubain. Carpentier est un mot normand. Et ce qui me plaisait beaucoup chez lui, c'est qu'il parlait l'espagnol avec le même accent français que moi. Oui, Desnos est allé à Cuba avec lui, je crois. Oui. Et ensuite, j'ai rencontré Régis Debray parce qu'il avait la responsabilité du pavillon français à l'exposition de Séville. Et il m'a proposé d'y faire une exposition. Ça a été très important pour moi. Alors, vous avez une autre question? On va peut-être laisser le public. Bon, il faut toujours qu'il y en ait un qui se lance, hein. Après ça va mieux. On m'en a répondu à tout. Je vais te poser une question. Tu ne vas pas la juger trop idiote, j'espère. Je voudrais savoir, est-ce qu'on apprend à dessiner et quel a été le rôle pour toi, si tu as été dans une école des beaux-arts, quels ont été tes maîtres? Enfin, comment devient-on Ernest Pignon? Je laisse de côté la sociopolitique, je laisse de côté la philosophie, je laisse de côté... Je voudrais savoir comment devient-on l'artiste? Est-ce que tu as été dans une école des beaux-arts? Avec qui as-tu appris? Quels ont été tes maîtres? Non, moi, j'ai rien appris, moi. J'ai rien appris du tout. Donc, j'ai été à l'école Pierre Merle, là, du quartier. Puis j'ai été à l'école Risseau jusqu'en 3e. Et puis après, tout de suite, donc j'avais 15 ans et demi, 16 ans. Il y a un architecte du quartier qui m'a engagé pour faire des dessins. Donc, je dessinais toujours. J'avais vu que j'étais vraiment pas assez bon au foot. Heureusement, je dessinais, j'avais toujours dessiné. Moi, j'ai appris nulle part, j'ai pas fait d'école, quoi. J'ai pas fait d'école. Je dessinais, comme c'est le cas dans un milieu pas particulièrement branché sur la peinture. Je disais, moi, j'étais dans un milieu, notre culture dans ma famille, c'était plus le sport, qui est une culture aussi. Et donc, j'ai commencé en peignant. Ma famille est de Sospel, j'ai peint le pont de Sospel, des trucs comme ça. Et puis à 12 ans, donc je le sais parce que quelqu'un m'a envoyé le numéro. En 1955, il y a eu un numéro spécial de Paris Match sur Picasso. Vraiment. Et jusque-là, je peignais la fontaine de Sospel et le pont de Sospel. Et je fais un raccourci, mais c'était de cet ordre, quoi, des cartes postales, quoi. Vous voyez comment on peint quand on n'est pas dans un milieu, quoi.
Et là, je découvre Picasso, les dessins de Sylvette, puis Guernica. Et du coup, dès que j'ai 13 ans, je fais d'autres types de dessins, quoi. Et je me mets à dessiner. Je dois beaucoup à Paris Match. C'est pas des blagues, vraiment, je vous assure. Et un jour, j'ai dit ça dans une émission de radio, et un type a retrouvé le numéro de Paris Match, qui est de 53. Je crois que c'est de 53, donc j'ai 12 ans, 13 ans. Voilà. Et donc, mais après, c'est de dessiner. Le fait de mettre, ce que je disais tout à l'heure, mettre les dessins dans la rue m'a obligé à aller travailler beaucoup. Si j'avais fait de la peinture, j'aurais fait quelque chose de plus expressionniste. Hein, je m'intéressais à ce que faisaient les amis ici, parce que j'ai la chance de connaître Armand, même Marcel Reis, de connaître Dola, Viala, tous ces gens. Mais je m'intéressais... J'aurais pas fait ce genre de recherche. Donc j'aurais fait sûrement une peinture figurative. Peut-être pour les gens qui connaissent ici, il y a un peintre que je trouve un très bon peintre qui s'appelle Franta, vous voyez. Voilà. Peut-être j'aurais fait des choses un peu dans cet esprit. Bacon, Picasso, vous voyez, voilà. Et le fait d'intervenir... vous savez, je suis intervenu dans la rue parce que c'était un échec. Par échec, c'est-à-dire que ce mode d'intervention est venu parce que j'ai constaté que... comment je fais un résumé là. J'ai quitté un moment, j'ai gagné un peu d'argent, j'avais de quoi vivre une année, j'avais fait les plans de la villa d'un dentiste et j'avais des honoraires. Je me disais, je peux vivre un an à peu près, mais à Nice c'est trop cher, puis je veux un peu me concentrer. Je suis parti m'installer dans le Vaucluse, dans un petit village de Vaucluse. J'ai loué un ancien café, c'était 5000 anciens francs par mois, un ancien bistrot pour atelier. Et puis, donc je m'installe là, j'avais plein de rouleaux de toile et tout, j'allais faire des grands tableaux. Et j'apprends qu'à 30 km s'installe la force de frappe atomique. Vous vous rappelez le plateau d'Albion, c'est-à-dire René Char, Provence mutilée. Moi, les poètes, c'est René Char, c'est l'alerte de René Char sur ce que représentait l'installation de la force de frappe qui m'a sensibilisé. Je me mets à étudier ça, je dis comment je vais exprimer ça, comment exprimer les milliers de fois Hiroshima enquistés sous les champs de lavande. Vous voyez, comment exprimer ça? La beauté de ce paysage, cette puissance de mort, se tournant dans l'histoire de l'humanité que représente le nucléaire, l'homme capable d'annihiler l'homme. En plus, je suis né à ces années-là, l'année d'Hiroshima. Donc, j'essaie de traiter ça en tableau et je me rends compte qu'il n'y a on peut pas, enfin pour moi en tout cas, d'abord je constate que je ne suis pas Picasso, que je ne ferai jamais Guernica, que je ne suis pas capable de traiter ce thème-là avec le tableau, avec le sentiment que c'est un peu la peinture qui ne peut pas résoudre ça, et la peinture et les modalités de diffusion de la peinture. Vous voyez, je me dis, si dans le meilleur des cas, je fais une expo à Carpentras ou à Avignon, vous voyez, c'est dérisoire par rapport à ce que représente ce thème. Et donc, peu à peu, moi, comme je réunis toujours beaucoup de documents, que je lis beaucoup, je découvre cette photo que vous avez vue, qui est à l'entrée de l'exposition, qui représente la silhouette d'un homme, juste un fantôme comme ça. En fait, c'est une photo terrible. C'est l'éclair nucléaire qui a annihilé ce mec. Il ne reste plus de lui que cette ombre. Vous voyez, je veux dire. Donc, à partir de cette ombre, je fais des pochoirs et je les implante sur les chemins qui vont vers le plateau d'Albion. Je me dis que ce sont les lieux eux-mêmes qu'il faut stigmatiser. Vous voyez qu'on ne peut pas représenter ça. Voilà. Et je pars de ça. Et je me rends compte après, rétrospectivement, deux choses qui étayent un peu mon travail. C'est que d'une part, c'est une surprise. La première fois, j'interviens avec l'image d'un homme grandeur nature dans la réalité, et c'est au fond ce que je vais continuer à faire pendant des années, dont je ne me doutais pas. Et puis vous savez, on met Pline l'Ancien dit, mais à l'origine du dessin, l'ombre portée, la fille d'un potier qui dessine le portrait de son fiancé. Donc, à l'origine du dessin, il y a l'idée que c'est une ombre portée. Et là, à l'origine de tout mon travail, il y a une ombre portée, mais qui n'est pas une ombre portée provoquée par le soleil, mais par l'éclair nucléaire. Oui, donc, mon travail est marqué un peu de ce saut-là. Écoute, puisque je ne vais pas te suivre sur ces chemins escarpés profonds,
mais je vais te poser une question anecdotique. Tu as parlé tout à l'heure de Paris Match, de photographie et de l'Expo de Séville. Il me revient qu'on a fait une formidable photo à Paris qui rassemblait tous les grands peintres de la place de Paris. Il y avait Alechinsky, il y avait Matin, il y avait toi, il y avait Soulard, je crois, Télémaque, Fromanger, bref. Ils étaient une vingtaine. C'est Paris Match qui nous l'avait commandé. Eh bien, elle n'est jamais parue. Ça n'a pas été jugé assez chic, assez américain, assez street art, tu vois. Mais cette photo demeure, elle a une grande importance historique. Mais alors, ma question anecdotique, c'est, et l'école de Nice, alors? Tu en fais partie? Qu'est-ce que c'est que l'école de Nice? Est-ce qu'un jour vous êtes vus ensemble, comme on a essayé de rassembler, nous, c'était 94, hein, l'expo de Séville. Ouais, l'exposition universelle. 92, oui, pardon. 92, c'était en fait la rencontre des deux mondes, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, le 5e centenaire. Le 5e centenaire, etc. Mais alors, est-ce que vous vous connaissez les uns les autres, ceux qu'on appelle les membres de l'école de Nice? D'où est née cette appellation? Et est-ce que c'est pour toi purement anecdotique ou il y a un esprit de l'école de Nice entre Martial Rice, Ben et d'autres? Ouais, j'ai jamais très bien compris. Non, on se connaissait. Non, c'est pas ironique. Hein. Ça a été très important. On doit tous. Après, éventuellement, je fais faire quelques réserves parce qu'il a un peu rendu compte bêtement de mon exposition ici. Mais on doit tous beaucoup à Ben, quand même. Le magasin de Ben, rue de l'Escarène, à la fin des années 50, était vraiment important. Il n'y avait pas... Ici, il faut mesurer ce qui se passe culturellement à Nice actuellement. Il y a beaucoup de choses dans ces années-là. On était vraiment démunis. Et tous les gens qui faisaient un peu une chose un peu singulière passaient au magasin de Ben. C'était le lieu de rencontre. Moi, j'y ai connu Le Clésio, Malaval, Daniel Picat, Armand, Bernard Venet, Yvette, ma compagne... je ne sais plus, Daniel Pigat, c'était le lieu d'effervescence, quoi. Ça compte vraiment. Là, Ben a compté beaucoup pour ça, parce qu'il était au courant des happenings à Prague, des gens de Nemjunpek, du Fluxus, de plein de choses. Donc, les gens s'y croisaient. Probablement aussi, j'ai rencontré là. Noël Dolan est du même quartier, donc je ne l'ai pas rencontré chez Ben, mais c'est les mêmes. Dans cette époque, il y avait tout ça. Moi, comme les grandes figures de l'école de Nice, c'était Armand, c'est les objets, c'était l'accumulation, tout ça. Moi, je n'avais rien à voir avec ça. Sinon que je voulais faire des trucs en résine. J'ai passé plein de journées chez Armand, parce qu'il m'a aidé, il m'a appris à faire du polyester, on se rencontrait. Dans le livre, tu as vu, il y a un texte de Martial Rice même. J'étais très touché que Martial Rice écrive son long travail. Là, j'admirais beaucoup Malaval, qui était un des grands artistes de cette époque. Il y avait un type aussi qui fait du cinéma qui s'appelle Robert Bozzi. Il y avait, au magasin de Ben, il y avait plein de choses qui se passaient. Mais ça ne faisait pas vraiment une école. Les choses sont tellement différentes, plastiquement. Il y a eu ce courant qui allait vers support-surface. Donc, Viala, Louis Kahn, Noël Dola. Il y en a d'autres encore, j'en oublie là. Il y en avait plusieurs d'autres, hein, niçois. Je ne sais pas, vous dites-le, ceux qui connaissent dans la salle. J'oublie. C'est Tours, voilà. Pardon? Ouais, je ne sais plus. Donc moi, après, il semble qu'il y a des fournées, il y a des nouvelles vagues d'écoles de Nice qui se succèdent, quoi. Tout le monde va avoir le label École de Nice. Moi, je ne peux rien avoir avec tout ça, quoi. Je n'ai rien à voir, sinon que je pense que mon travail est nourri d'une sensibilité très latine et très niçoise. Je crois que je dois beaucoup à Nice. Ouais. Cette relation à la rue et tout ça, et ce que j'ai fait à Naples, c'était au fond un salut à mon histoire de Nice. Ouais.
Parce que j'ai travaillé à Naples, cette espèce de ces glissements, mythologie grecque, mythologie romaine, mythologie chrétienne, nous avons un peu la même histoire, quoi, ici. Une autre chance pour le public. Je voulais savoir, en fait, vous êtes allé poser vos œuvres dans les rues. Et donc, c'est pas celui qui regarde qui est venu vous voir dans un musée, c'est vous qui êtes allé poser vos œuvres dans la rue. Et je voulais savoir si cette chose-là, vous l'avez mesurée, est-ce que vous avez vu l'impact de cette manière de faire? Et est-ce que aussi, vous n'avez pas été tenté par une mise en abîme? Il y a un de vos tableaux là qui m'a fait penser à ça, c'est-à-dire quand vous avez dessiné une femme à côté d'une de vos œuvres, dans la rue. En fait, j'ai pas du tout pensé le public. Il y a beaucoup de malentendus sur ce que je fais. Il y a des gens qui ont bêtement écrit que je mettais des trucs dans la rue parce que j'étais contre le musée, contre la galerie. Vous voyez, non, beaucoup de gens ont pensé ça. J'ai expliqué tout à l'heure comment j'y suis arrivé. J'ai pas du tout cette problématique. Moi, je pense que, surtout en ce moment, je pense que la mémoire est importante, que, comme l'a écrit Régis dans un livre, quand on ne sait pas d'où on vient, on ne sait plus où on va, et qu'en ce moment, il faut insister là-dessus beaucoup, qu'on est menacé par que les gens oublient il y a des clivages, quoi. On est dans une société, il y a des gens qui sont héritiers de la résistance, d'autres qui sont héritiers de la collaboration. Vous voyez, je veux dire qu'il y a des choses comme ça. Il faut le savoir lesquelles on a en face. Voilà. Mais donc, j'ai rien contre les musées, je pense que c'est important, au contraire que les musées. Donc, j'ai pas pensé à ça. Vous voyez, quand j'ai fait mes interventions, j'ai pas pensé... C'est une conséquence dont je me réjouis, vous voyez, que effectivement ça aille vers un autre public et tout ça. Mais je pense que rencontrer les œuvres, comme ça se passe avec mon travail, dans le lieu où l'on vit, l'expérience est pas du même ordre que celle qui se passe dans un musée. Je ne dis pas qu'elle est mieux, mais le vécu est de notre ordre, vous voyez. Mais c'est très bien de rencontrer aussi une œuvre dans le musée. Mais le rencontrer dans le contexte du quotidien provoque probablement un vécu, pas plus fort, différent. L'expérience vécue résonne autrement, quoi. Vous voyez, je crois ça. Moi, je pense que dans mon travail, il y a quelque chose qui est de l'ordre un peu de ce que pouvait provoquer certains tableaux de Duce, de bonne enseigne apportés dans les processions à Sienne. Vous voyez, cette espèce d'identification de beaucoup de choses qu'il y a dans la peinture religieuse. Moi, je me sens très près. Mes références, c'est plus Giotto, c'est plus ça. Vous voyez, que les problèmes de la peinture pour la peinture, tout ce truc autoréférentiel, toute cette question, la peinture qui interroge la peinture, ça, je m'en fous un peu, quoi. Vous voyez, je veux dire, c'est bien que des gens se les posent, vous voyez, qui est Toroni, qui fait des trucs comme ça, je me dis, bon, c'est marrant, mais ça m'est complètement égal. Tout ce courant de l'art qui n'existe que par rapport à l'art, je m'en fous un peu, quoi. Oui, l'art qui se regarde dans la glace, l'art au deuxième degré, ce n'est pas ton affaire. Mais moi, je vais te poser une question, bien que je ne sois pas contrôleur fiscal. Tu parlais de Giotto. Giotto, comment il vivait? Il avait des commandes. Il vivait dans des couvents, il n'y avait pas de notes de gaz, pas de notes de téléphone, etc. Et puis, à partir du XVIe siècle, est venu le marché de l'art, d'accord? Et on ne peut pas parler de l'art sans parler du marché de l'art. Alors, j'aimerais que tu nous expliques un peu comment tu te débrouilles de ce côté-là. Parce que
la mise en valeur d'une œuvre, il y a eu beaucoup d'études, ça suit des circuits connus, des allers-retours entre le musée, la galerie, la critique, etc. Il y a des tuyaux, comme on dit. La rue, ça ne rapporte pas, si je puis dire. Et donc, comment tu te débrouilles? Comment tu te débrouilles quand on est comme toi, un artiste à la fois populaire à tous les sens du mot, qui n'est pas spécialement soutenu par les milieux officiels, ministère de la Culture, etc., donc qui ne s'inscrit pas dans les rituels du marché de l'art. Comment on fait pour payer sa note de téléphone? Ouais. Non, c'est vrai, c'est une bonne question. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une conférence des gens de la Sorbonne, et après, en sortant, je me suis dit, mais personne ne me demande, parce que tout ce qui est collé, là, tout ce que je fais depuis des années, je ne demande pas d'autorisation, je ne demande pas de subvention. En général, je tiens à être très très libre. Vous voyez, je veux dire, l'année dernière, simplement, le travail sur la mort de Pasolini, qui est là, des amis m'ont dit, mais si tu vas à Rome, la France a des institutions à Rome, écris-leur, ils vont te loger. Voilà. J'ai écrit, je ne sais plus quoi, le truc culturel français de Rome. Ils me disent, on est ravis de vous recevoir en Espignon, c'est avec un grand plaisir et tout ça. Mais dans la lettre, ils me demandaient de signer un papier comme quoi je n'allais pas coller sur un monument important de Rome. Vous voyez, ça faisait partie du truc. Dès qu'on est associé à un truc comme ça, du coup, j'ai loué un appartement. Vous voyez, je veux dire, je ne peux pas aller à l'hôtel parce qu'à 2h, 3h du matin, je pars avec des seaux, de la colle. Alors, donc, voilà. Donc c'est bien de poser cette question. Je ne demande pas d'autorisation, parce que si on demande... Vous avez vu, j'ai collé à Naples le jour de Pâques sur toutes les églises. Si on demande l'autorisation, on vous la refuse, bien sûr. Si on le fait, que c'est juste, c'est accepté. Voilà. Donc, voilà. Donc, et pas de subvention, parce que sinon, on est limité. Comme vous voyez, tout de suite, on vous dit, ouais, mais tu déconnes pas. Voilà. Donc, pendant des années, jusqu'en 1979, que j'ai eu... moi, j'ai ça d'un peu singulier. J'avais jamais vendu un dessin, jamais fait d'exposition dans une galerie. Et mes trucs dans les rues sont apparus dans les années 70 comme assez singuliers. Et j'ai eu ma première exposition, c'était au musée d'art moderne de la ville de Paris. Voilà. Je n'avais jamais vendu un dessin. Pendant que j'exposais au musée d'art moderne, j'ai fait 3 affiches pour des films. Je gagnais ma vie autrement, quoi. Vous voyez, je gagnais ma vie avec autre chose. Donc jusque-là, je fais plein de collages, mais en travaillant ailleurs. Je fais des dessins pour des architectes, des dessins pour des journaux, des affiches, des tas de choses. Je pensais toujours continuer comme ça, parce qu'effectivement, ça n'a pas de logique économique. Aller coller 500, 600 images dans la rue, c'est pas de logique économique. À partir du moment où j'ai eu l'exposition au musée d'art moderne, que les gens ont vu que je n'étais pas une espèce d'agitateur gauchiste simplement, mais que mon travail était le fruit d'un travail de dessin, qu'il y avait des dessins préparatoires et tout, depuis, je vends les dessins préparatoires, en quelque sorte. Ma galerie fait des espèces de diptyques où il y a un dessin préparatoire et la photo du résultat. Donc, vous voyez, je montre des choses comme ça. Mais des interventions comme Pasolini, j'avais une exposition à Genève là, le mois dernier. Ça a eu beaucoup de succès parce que l'image est assez forte et tout, mais personne ne va acheter le dessin d'un cadavre, quoi. Vous voyez, on n'a rien vendu, vraiment. Donc, je vends des choses. Je vais faire un petit hommage à Armand, parce que une fois, j'étais invité par le même critique d'art à Rome dans une exposition, et Armand est venu voir mon exposition, et il me dit, mais alors tu colles des dessins dans les rues, des dessins originaux? Oui, vous savez, il y a des sérigraphies, il y a beaucoup de dessins originaux, je colle beaucoup de dessins originaux, notamment à Naples, j'en ai collé plus d'une centaine de dessins originaux. Alors il me dit, mais tu es fou, tu colles des dessins originaux? Je dis, bah d'abord, je ne vis pas sur le même train que toi. En plus, j'avais moins de pension alimentaire aussi. Moi, j'en avais pas.
Non, mais je plaisante, mais Armand avait une Rolls, il aimait beaucoup les trucs comme ça, c'était un type très bien. Et alors il me dit, mais comment tu fais? Mais comment tu fais? Alors je lui explique, ben écoute, ma galerie vend les dessins préparatoires et tout ça. Et alors, il était très intelligent. Il me dit, ah, tu fais comme Christo. Tu fais un miracle, après tu vends des médailles. Non, je vends des médailles. C'est pas mal. C'est très malin, c'est très malin. C'est plus juste pour Christo, mais il y a un côté comme ça chez moi aussi. Ouais. Parlez dans le micro, parlez dans le micro. Ce que vous entendez par image. Micro. Oui, que vous nous donniez un petit peu plus d'explications sur ce que vous entendez par le mot image. Parce que vous employez travail, dessin, image. Et il y a une espèce de hiérarchie, je pense, ou quelque chose comme ça. Et dans ce que vous avez expliqué jusqu'à maintenant, je pense avoir compris ce qu'est pour vous une image, mais j'aimerais que vous en parliez. Et notamment, Régis Debray parlait aussi de blason, de la manière dont Micro. tu crées... Micro. On parlait aussi d'images symboles, même de formes de blason. C'est des images qui sont, c'est des images symboles, des images blasons pratiquement que tu crées, que tu composes, en liant justement l'actualité à l'histoire de l'art. Je me rappelle d'un texte de Régis Debray qui disait que tu étais un héraldiste et que tu crées des blasons. Je trouvais la formule assez belle. Vous n'êtes peut-être pas revenu là-dessus, c'est vrai, sur la création de l'image, comment elle se crée. Je ne sais pas bien expliquer ça. J'ai amorcé ça tout à l'heure. Mes images, elles n'existent qu'en relation avec les lieux et avec le moment dans lequel je vais les faire apparaître. Et donc, elles répondent à plein de contraintes. C'est ce qui me fait aboutir à ce caractère de signe. Voilà. Elles deviennent comme des signes. Mon image de Rimbaud, c'est l'image du poète. Voilà, tu vois, il faut que j'arrive à les élaguer, à éliminer tout ce qui est anecdotique dedans, parce qu'elles deviennent un signe, voilà. Il y a une espèce de rigueur dedans. Onfray parlait aussi d'icônes païennes. Il y a une notion de transcendance. Oui, Régis Debray a écrit un livre qui est... Non, pardon, Michel Onfray a écrit... Pardon, excuse. Non, mais faut pas... Régis est ami avec Michel Onfray. Non, Michel Onfray a écrit un livre sur mon travail qui s'appelle Les icônes païennes. Oui. Ça m'est très difficile de répondre à ça, je me rends compte. Je crois qu'on ne peut pas séparer le problème de l'image de celui du regard sur l'image. Et donc il y a une évolution de notre regard sur l'image. Sans être Michel Onfray, j'ai commis un livre qui s'appelle « Vieille mort de l'image », où j'essaye de montrer qu'on ne peut pas comparer une image, l'image d'une Vierge Marie ou une icône ou une image sacrée, qui est comme un double, qui permet d'ailleurs de faire des opérations magiques, puisque l'image est l'émanation de la chose même, ou l'émanation de la figure du saint ou du Christ. Et puis, ça c'est l'image au temps où un empereur chinois dont la chambre à coucher était ornée par l'image d'une cascade, qui a demandé au peintre de l'effacer parce que ça l'empêchait de dormir. Et au fond, c'est le statut, si vous voulez, premier de l'image sacrée comme étant l'émanation de la chose même. Puis il y a la beauté faite exprès, qui est la naissance de l'image d'art. Et puis aujourd'hui, il y a ce dont parle Bobin, n'est-ce pas, dans le livre qui était consacré, les bombardements d'images qui ont fait de nos âmes un champ de ruines, c'est-à-dire des images industrielles,
des images programmables, des images qui ne sortent pas d'une expérience vécue. Donc il y a toutes sortes d'images. On ne peut pas répondre, on ne peut pas parler de l'image dans l'abstrait indépendamment de l'histoire du regard. Et toi, je pense que tu es... oui, la question est bonne, que tu as un statut bizarre. Parce que c'est à la fois plus et moins qu'une image d'art. Je dis que une image d'art, c'est une image... D'abord, c'est une image amovible, faite sur chevalet, XVIe siècle, amovible, donc vendable, donc une marchandise, etc. Toi, c'est pas exactement ça. Et c'est plutôt, toi, tu fais une image provocation, une image évocation, une image qui a d'autres qualités que ses propres qualités plastiques. Tu le dis toi-même, même si ça t'amène à minorer les dites qualités. Donc, on ne peut pas parler de l'image dans l'abstrait. Et le travail, ce que tu fais, par exemple, une affiche que tu fais pour le Festival d'Avignon, c'est évidemment pas ton œuvre sur Pasolini. C'est deux statuts différents. Ça fonctionne tout à fait différemment. J'emploie évidemment jamais le mot affiche pour mes images, j'emploie le mot image. Justement parce que j'ai fait des affiches, je sais que ça a tous les signes extérieurs d'une affiche. C'est une image avec le côté polysémique d'une image, mais quand on fait des affiches, on essaie que l'affiche soit vue contre ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que l'affiche essaie d'annuler tout ce qu'il y a autour et elle est vue contre, tandis que mes images n'existent que dans leur relation à ce qu'il y a autour. Elles sont nourries, elles prennent leur sens, leur singularité plastique. La proposition plastique vient de la relation que je crée. Et ça me fait penser, parce que tu parles de cet empereur chinois, dans ton livre, tu cites François Chang, et dans le dernier, là. Et j'avais assisté à une rencontre avec François Chang, et cet esprit chinois, parce qu'il disait, à un moment, ce qui est plus important que les choses, ce sont les relations qu'elles entretiennent entre elles. Voilà. Et tout ce que je fais est bâti là-dessus. Tout mon travail repose sur ce que va provoquer mon image dans le temps, dans l'espace. Voilà. C'est cette interaction générale. Tout mon travail est bâti sur cette idée-là. La richesse des choses, c'est les relations qu'elles entraînent avec ce qui les entoure. Ce qui vient d'être dit me fait penser à la chose suivante. À Rome, sous l'Empire, dans les grandes familles, quand quelqu'un mourait, on prenait le moule du visage du mort. On appelait ça les imagines. Et dans les palais romains, on installait ces images des morts. Et quand il y avait une cérémonie officielle, le représentant de la famille allait à cette cérémonie en se faisant accompagner des imagines qui représentaient toute sa famille. Et dans ce que vous faites, je pense par exemple à l'exposition que vous avez faite à propos de Nice et Yalta. Ces images de noir derrière leur grillage, silencieuses, sont comme des imagines. Et ça nous renvoie à ce que disait Régis Debray. On peut faire la synthèse, si vous voulez. Ce que disait Régis Debray au début, sur ce que vous faites venir à la surface. Il a dit les oublier, je dirais volontiers les réprouver. Et ça me renvoie, pardonnez-moi d'être un peu long, à ce débat que vous avez eu sur travail-œuvre. Il y a d'abord du travail, et il y a ensuite l'œuvre. Le grand artiste, c'est celui qui travaille d'abord à maîtriser une technique, de sorte que, ayant maîtrisé cette technique, il puisse enfin passer à l'œuvre. Et vous, quand on voit vos œuvres, on a le sentiment d'une technique
absolument maîtrisé, mais qui est au service de quelque chose et qui est l'œuvre, et qui n'est pas, pour moi, ce que vous avez dit. Ma référence, ça ne serait pas Ingres, ça serait plutôt Jacques Callot ou les frères Le Nain. C'est-à-dire une œuvre tout entière, dévouée à une cause, plutôt à une classe, les damnés de la terre. Et ces damnés de la terre, vous leur apportez deux choses. La première, c'est que, par l'extraordinaire fluidité de votre trait, vous mettez au service de ces réprouvés le même talent que les grands artistes d'autrefois mettaient au service des grands. Racine ne met en scène que des princes et des princesses. Vous mettez en scène Pasolini. Ce talent-là est mis au service de ces gens-là. Et deuxièmement, et je rejoins une autre chose qu'a dite Régis Debray, c'est, et que vous avez dit aussi, c'est que c'est un travail éphémère. Et à cette classe sociale-là, vous apportez cette chose extraordinaire. C'est que quand on voit ce que vous faites, on est déjà dans la mélancolie, dans la nostalgie. Vous avez élevé cette classe sociale-là au rang de ceux pour qui on éprouve de la nostalgie parce qu'ils ont disparu ou qu'ils vont disparaître. Je crois que vous avez tout dit et l'essentiel est dit. Merci. Merci. Je peux pas. Alors, je ne vais pas rivaliser avec monsieur, mais je voudrais simplement vous dire mon émotion en tant que napolitaine de ce que vous avez su traduire de votre voyage. En tant que femme, on n'en a pas parlé beaucoup aujourd'hui, mais dans l'exposition, vous avez parlé de l'avortement et du côté de la femme, et pas seulement du côté de l'enfant. Vous avez su montrer ces femmes qui étaient belles, superbes dans le trait, et moi j'ai ressenti que vraiment, au-delà de leur beauté plastique, il y avait une émotion qui ressortait. Là, en vous écoutant, il y a quelques vers qui me viennent, et si vous me permettez, j'ai envie de vous les livrer, avec toute l'émotion qui m'envahit. Et vous avez parlé de la pensée qui guide votre trait, et je dirais la pensée guide le trait, mais le cœur qui la dirige lui accorde son prestige. Voilà. Merci. Oui, monsieur, j'aimerais vous demander comment vous êtes engagé dans le processus de documenter les dessins dans les rues. Parce que ça m'a beaucoup intéressé de voir comment c'est d'abord dans l'endroit, dans les rues, et aussi les gens qui sont entourés. Alors, vous faites les photos vous-même ou vous êtes engagé avec la personne qui documente cet événement? Et aussi, qu'est-ce qui se passe après avec les dessins? Vous les laissez là ou qu'est-ce qui se passe avec cela? Oui, je laisse tout. Donc, tout est on m'a posé la question hier. C'est moi qui fais tous les dessins, c'est moi qui souvent les imprime. Enfin, c'est moi qui les colle tous en tout cas, parce que c'est le moment de création. C'est pas collé comme des affiches. Je sais où je vais les mettre à 5 cm près. D'une part. Les premières interventions, je n'ai pas de photos. Il y a plusieurs travaux dont je n'ai pas de photos parce que je viens dans les années 60-70, je travaillais notamment avec André Benedetto. Je venais plutôt d'une démarche proche du théâtre avec l'idée que ces interventions, ça avait un peu côté happening comme ça. Vous
Il y a des interventions qui disparaissent. Mais dans le plateau d'Albion, il m'est jamais venu à l'idée que j'allais de photographier. Jamais je pensais qu'un jour je montrerais ça dans un musée, quoi. Vous voyez, c'était toujours comme ça. J'ai fait plusieurs interventions. L'année dernière, complètement par hasard, à la Maison de la Poésie, je vois Philippe Cobert, vous voyez, le comédien. Il jouait, il avait un spectacle sur Benedetto, et derrière lui passait un film d'Avignon 68. Et d'un coup, j'ai vu sur les murs des dessins que j'avais collés sur les murs en 68 à Avignon. J'avais complètement oublié. J'avais fait tout un travail sur Julian Beck en le faisant ressembler à Antonin Artaud par rapport au théâtre de la... Complètement oublié ça. D'un coup, dans le spectacle, j'ai dit merde, mais c'est mes dessins. Vraiment comme ça. J'étais étonné. Donc pendant longtemps, je n'ai pas fait de photos. Voilà. Et puis, j'ai des photos un peu par hasard de la commune, là, le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur. J'ai collé pendant une semaine, toutes les nuits dans Paris, des images, sans faire de photos. Et la dernière nuit, il m'a manqué, j'avais prévu les grands trucs la dernière nuit, le Sacré-Cœur, le Père-Lachaise et le métro Charonne, et il m'a manqué de la colle, en fait. Et c'était en 71, je ne vivais pas encore à Paris. Je suis allé chez Pierre Tillman, il y en a qui le connaissent ici, c'est un poète, peintre. Je suis allé chez lui pour faire de la colle, à minuit, 1h du matin, et il avait un de ses copains de Toulon qui arrivait, qui était photographe. Il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Je lui ai dit « Je colle des trucs. » Et est-ce que je peux venir? C'est comme ça que j'ai la photo du Sacré-Cœur qui est dans l'expo, complètement par hasard. Je ne pensais pas du tout photo, vous voyez. Par contre, maintenant, c'est vrai que je suis moins radical en vieillissant et que j'essaie de garder quelque chose. Mais à cette époque-là, c'était vraiment un travail éphémère qui avait une relation au théâtre plus qu'aux arts plastiques. Les meilleures choses ont une fin. Nous allons donc terminer cette formidable réunion dont vous retrouverez l'enregistrement sur le site des Amis de la Liberté le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Je vous rappelle donc que... Pardon ? Oui. Donc je vous rappelle que des dédicaces seront faites sur la table... Ah non, ici. Rebecca... Ah oui, il y a trop de monde, d'accord. Donc les dédicaces, elles auront donc lieu ici même, à la sortie. Et je remercie encore, donc j'y tiens beaucoup, bien sûr, le MAMAC, les éditions Giletta, Philippe Jérôme est là, donc Régis Debray, Ernest, un grand moment.